Énergie 2050, dont je fais partie, qui intervient principalement dans les domaines de la transition énergétique, du changement climatique et du développement durable. Dans le premier webinaire, donc on avait vu un peu ce qu'était le projet NESE et ses objectifs, et on avait notamment parlé de la directive du contexte législatif et de la directive sur la performance énergétique des bâtiments au niveau européen, donc directive EPPD, Energy Performance Building Directive, et de la notion de bâtiment presque zéro énergie, donc NZEB, Near Zero Energy Buildings. Ce second webinaire, donc on va revenir un peu plus sur ces notions, sachant que les supports de formation seront de toute façon disponibles. Donc là, c'est vraiment pour faire un scan un peu de ces deux notions-là. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez nous contacter directement ou consulter le module de formation qui sera mis à disposition. Donc pour commencer, juste pour poser le contexte, l'Union européenne a des objectifs assez ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet climat-énergie 2020, ou alors qu'on peut appeler également les 3x20, où l'Union européenne s'est engagée à réduire d'ici 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à l'année 90, de réduire sa consommation énergétique de 20% également, toujours par rapport à l'année 90, et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production énergétique à 20%. Ça, c'était le paquet climat-énergie 2020. Donc, dans le cadre de cette directive, on avait déjà vu que les bâtiments ont une part importante, sont un levier d'action important au niveau européen, et avait été adoptée donc la directive sur la performance énergétique des bâtiments, EPBD, qui disait notamment qu'au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments construits devaient être des bâtiments presque zéro énergie, et cette directive devait s'appliquer pour les bâtiments publics dès 2019, donc dès la fin de 2018. Cependant, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans cette directive, la notion de bâtiment presque zéro énergie, elle est pas si bien définie que ça, en fait. Il y a beaucoup de choses qui restent assez vagues. Si vous lisez la définition, donc, un bâtiment presque zéro énergie désigne un bâtiment qui a une très haute performance énergétique d'une part, et que la part d'énergie incompressible soit couverte en grande partie par des énergies renouvelables. Donc ça, c'est la directive. Maintenant, ça indique pas forcément à partir de quand on peut parler d'une haute performance énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans les faits? Et à combien se chiffre une part très significative de ENR? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que 80%? Est-ce que c'est 20%? Donc ça, c'est pas forcément indiqué dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments européens. Par contre, ce qui est indiqué, c'est que les États membres devront décliner cette directive en plans nationaux d'action dont le but sera de multiplier en fait le nombre de bâtiments presque zéro énergie au niveau national. Et ces plans devront notamment indiquer devront déjà s'appliquer aux conditions nationales, donc aux conditions nationales, régionales ou locales, donc avoir des plans qui soient intégrés, qui soient vraiment déclinés au niveau national. Qui comporte un indicateur numérique, en l'occurrence l'indicateur commun c'est le kilowattheure par mètre carré par an pour un bâtiment, donc de consommation en énergie primaire, on reviendra sur cette notion un peu plus tard. Des objectifs intermédiaires pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs d'ici à 2015, et des informations également sur les politiques et les mesures financières qui seront mises en place pour justement favoriser le développement de ces bâtiments presque zéro énergie au niveau national, sachant que ces politiques et ces mesures financières peuvent également s'appliquer à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le bâtiment, que ce soit dans le bâtiment existant ou dans le bâtiment neuf. Cette directive, si on se regarde un peu, si on la décline un peu, elle porte de même sur les bâtiments rénovés. Les États membres devront élaborer donc des politiques et prendre des mesures telles que la fixation d'objectifs en vue de stimuler la rénovation des bâtiments en bâtiments presque zéro énergie. Donc ça, c'est la rénovation, c'est quand même on est là sur des objectifs un peu plus ambitieux, puisque une fois qu'un bâtiment est construit, on a ce qu'on appelle un effet de verrou, c'est-à-dire qu'on a les leviers d'action qui sont un peu moins ou voire beaucoup moins importants que sur un bâtiment neuf. Sur un bâtiment neuf, on peut agir sur tout un tas de choses. Dans le bâtiment en rénovation, les leviers d'action sont un peu plus limités, et en général, le coût de la rénovation, enfin en tout cas le coût pour aller vers un bâtiment presque zéro énergie est plus élevé que pour un bâtiment neuf. Donc tout en parlant de coût, donc on parle également de financement.
Les États membres doivent fournir des moyens de financement et des instruments adaptés pour favoriser donc la rénovation vers des bâtiments presque zéro énergie. Ça peut être tout un tas d'instruments sur lesquels on reviendra également dans le cadre d'un des webinaires. Mais c'est fait pour aider justement le propriétaire du bâtiment, que ce soit un particulier, une entreprise ou autre, à les inciter à prendre des mesures de rénovation pour aller vers des bâtiments presque zéro énergie. Et également, ça prévoit également des exemptions, sachant que pour des bâtiments, si on considère le cycle de vie économique du bâtiment, il ne faut pas que la rénovation ait un coût-bénéfice qui soit négatif. C'est-à-dire que pour certains bâtiments, ça n'aurait pas de sens de rénover pour aller vers du bâtiment presque zéro énergie. Donc ces bâtiments-là, ils sont exempts en fait de cette directive. Donc c'est à chaque État membre de justifier quel type de bâtiment est exempt de cette directive sur la performance énergétique des bâtiments. Concernant les bâtiments nouveaux, en fait, il était demandé aux États membres de s'assurer, donc pour chaque bâtiment, et ce avant que les travaux commencent, que les dernières technologies, les technologies les plus efficientes en termes d'énergétique, soient bien prises en compte, et que s'ils ne soient pas intégrés, au moins il y ait une justification de la raison pour laquelle on n'a pas intégré ces technologies. Ces technologies, ça peut être par exemple des systèmes d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques, éoliennes de toit, ce que vous voulez, géothermie, etc. La cogénération, c'est-à-dire avoir un cogénérateur électrique et chaleur. Les réseaux de froid ou de chaleur, voilà, particulièrement aux endroits où ils sont basés entièrement partiellement sur l'utilisation des énergies renouvelables. Et également l'utilisation des pompes à chaleur. Donc, pour les nouveaux bâtiments, il faut justifier du fait qu'on ait considéré ces systèmes. Soit on les a intégrés, soit on a une raison pour ne pas les intégrer. Donc, dans ce cas, il faut le justifier. Alors, comment ça se décline au niveau de l'Union européenne? Alors, ça, c'est des chiffres qui sont pas si récents, donc qui datent de 2015, mais on voit qu'il y a énormément de choses, de déclarations qui ont été faites, d'incitations financières également qui ont été mises en place, de renforcement des réglementations au niveau des États membres, mais cependant on a des législations qui sont encore un peu floues, qui ne contiennent pas forcément d'objectifs chiffrés d'énergie primaire et de part d'énergie renouvelable, qui existent seulement pour quelques typologies de bâtiments. Généralement c'est des bâtiments publics, c'est par là qu'on commence, ou qui sont remarquablement différentes par leur contenu, leurs hypothèses de calcul, leur niveau d'ambition, ce qui rend difficile un peu l'intégration de toutes ces politiques. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une situation où chaque pays a une vision claire de ce que c'est qu'un bâtiment presque zéro énergie. Alors, la directive d'efficacité énergétique, elle stipule que l'État membre doit établir une stratégie sur le long terme pour la rénovation de son parc immobilier. Ça inclut donc qu'il faut avoir une vision du parc immobilier national, une identification des approches rentables de rénovation. Alors, il faut évidemment que ce soit approprié par rapport au bâtiment et la zone climatique. Des politiques et des mesures qui stimulent la rénovation, une perspective d'avenir, donc des scénarios d'avenir, et pour guider donc les décisions d'investissement, et une estimation des économies d'énergie attendues et des différents bénéfices. Cette stratégie devait être soumise donc par les États membres avant le 30 avril 2014 et doit être mise à jour tous les 3 ans. Une prochaine mise à jour, c'est en 2017. Alors là, ça a peut-être évolué depuis, mais dans le cadre du projet NESE, donc 5 des pays du projet NESE avaient soumis leur stratégie, donc notamment la France qui est assez avancée sur ce côté-là, l'Italie, la Roumanie, l'Espagne, la Suède. Vous pourrez trouver, alors maintenant il me semble que tous les pays, les 7 pays du projet ont déjà soumis leur stratégie, mais vous pourrez consulter toutes ces stratégies sur le lien ci-dessous. Vous pouvez soit le copier par rapport au webinaire, soit le consulter dans le module de formation qui est, je le rappelle, mis à votre disposition. Une autre perspective de la directive d'efficacité énergétique, c'est que les bâtiments publics ont un rôle d'exemplarité. Le bâtiment public, ça sert souvent à amener une transition du marché, et là, les bâtiments publics ont vraiment ce rôle, parce que également il y a plus de facilité pour investir, il y a plus de contrôle sur les consommations. Donc voilà. À compter du 1er janvier 2014, 3% de la surface totale au sol des bâtiments chauffés ou réfrigérés et copiés par le gouvernement doivent être rénovés chaque année pour atteindre les exigences minimales fixées par la réglementation. Et les gouvernements sont encouragés à entreprendre un certain nombre de choses. Alors là, faites pas attention à l'orthographe, c'est la correction automatique anglais qui a fait ça, mais voilà. À adopter un plan d'efficacité énergétique, à mettre en place un système de gestion de l'énergie
et à utiliser le cas échéant les contrats type performance énergétique, contrat de performance énergétique. La feuille de route des directives, donc on avait l'adoption en 2012 de la directive sur la performance énergétique, l'application, et voilà, vous avez un peu là la feuille de route de ce qui doit être fait. Notamment en 2015, il devait y avoir un rapport des États membres sur la mise en place de ces bâtiments presque zéro énergie. D'ici 2017, on aura une mise à jour des mesures et des instruments qui sont mis en place. 2018, comme je vous l'ai dit, tous les nouveaux bâtiments publics doivent être presque zéro énergie. Et d'ici 2020, tous les nouveaux bâtiments privés publics doivent être presque zéro énergie. Ça rentre également en compte dans le cadre de la directive RSE, directive sur la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, sachant que la plupart des bâtiments, effectivement, c'est au milieu de d'autres choses, hein, comme les pratiques anti-corruption, comme le respect des droits humains, etc. Mais la performance énergétique des bâtiments s'inscrit également dans cette directive, qui doivent prendre des mesures pour la performance énergétique de leurs bâtiments. Et ça concerne également, bien sûr, les hôtels. Alors, en France, qu'est-ce qui s'est passé en France? Juste pour revenir très rapidement, mais ça, c'est pour vous donner des indications d'où chercher certainement, d'où chercher des informations, pardon. Vous avez déjà les Grenelles de l'environnement qui ont un peu fixé le cap et qui ont entraîné un certain nombre de mesures dans le domaine du bâtiment. Vous avez évidemment la réglementation des bâtiments, réglementation thermique des bâtiments RT 2005 puis RT 2012. Vous avez l'arrêté du 3 mai 2007 pour les bâtiments existants, donc dans la législation française, le décret du 26 octobre 2010 pour les nouvelles constructions, et surtout, et c'est assez intéressant pour notre projet, parce que c'est un peu ce qu'on a choisi comme base pour nos hôtels pilotes, c'est le label BBC Finergie, donc le label bâtiment basse consommation, qui concerne environ 6,5 millions de mètres carrés dans le secteur tertiaire. Et pour il y a deux labels, donc pour les bâtiments neufs et pour le BBC Rénovation, c'est 2,7 millions de mètres carrés dans le secteur tertiaire qui ont déjà soumis une candidature à ce label de bâtiment basse consommation. Donc c'est quelque chose qui est en train de monter et il y a beaucoup de cas pratiques déjà de bâtiments basse consommation, que ce soit dans le secteur domestique, dans le secteur public et dans le secteur tertiaire privé. Quelques références que vous pouvez retrouver dans le support de formation. Maintenant, très rapidement, je vais revenir sur la terminologie donc du bâtiment presque zéro énergie. La performance énergétique d'un bâtiment, en fait, elle désigne donc le montant calculé ou mesuré d'énergie nécessaire pour répondre à la demande d'énergie associée à une utilisation normale du bâtiment. Donc c'est une consommation qu'on va dire théorique, c'est pas forcément la consommation réelle, c'est la consommation théorique du bâtiment dans une situation de consommation normale. Elle peut comprendre donc l'énergie pour le chauffage, refroidissement, ventilation, donc tout ce qui est système donc CVC, chauffage, ventilation, climatisation, l'eau chaude, l'éclairage. C'est en général ce qui est les principaux secteurs de consommation énergétique. Et il est exprimé par un indicateur d'énergie primaire, c'est-à-dire qu'on normalise la consommation donc théorique du bâtiment en énergie primaire par rapport à sa surface, par rapport au mètre carré. Donc on a au final un indicateur qui est en kWh par mètre carré par an. Alors l'énergie primaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie provenant de sources naturelles qui n'a subi aucun processus de conversion ou de transformation. Il peut être renouvelable, il peut être non renouvelable. Ça diffère de ce qu'on appelle l'énergie finale que vous consommez. L'énergie que vous consommez au final, elle a des facteurs d'énergie primaire différents qui lui sont attachés. Si vous consommez 1 kWh d'électricité en France, vous avez une consommation en énergie primaire qui est évaluée à 2,58 kWh d'énergie primaire. Parce que on verra qu'il y a tout un processus. Alors que si vous consommez 1 kWh de gaz, votre facteur d'énergie primaire sera 1 kWh d'énergie primaire. Parce que le facteur de conversion, il est 1,1. Et le bois, je crois que c'est 0,6. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie primaire. Donc l'énergie primaire, c'est ce que vous avez au départ. Vous avez ensuite des pertes liées à la transformation. Vous avez des pertes liées aussi au réseau. Par exemple, pour l'électricité, vous avez des pertes liées au réseau d'électricité. Et ensuite, vous avez l'énergie qui est délivrée au consommateur, l'utilisation de l'énergie au niveau du consommateur donc pour différents usages.
Et enfin, voilà. Et après, vous pouvez calculer vos besoins en énergie pour le chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, et bien sûr pour tout ce qui est électroménager. Ça c'est pour une maison, mais ça s'applique également pour un hôtel. Donc voilà, faut bien comprendre ce facteur d'énergie primaire. Ça veut dire que pour un de nos hôtels, par exemple, qui avait notre hôtel pilote qui avait une forte consommation en électricité, ça entraînait un fort taux de consommation en énergie primaire. Parce que voilà, c'est un facteur de conversion de 2,58, alors que le gaz, par exemple, gaz naturel, c'est un facteur de conversion de 1. Il n'y a pas de transformation, vous consommez directement l'énergie qui vous est livrée. Alors, le bâtiment presque zéro énergie, on a vu, c'était un bâtiment à très haute performance énergétique, plus une forte proportion d'énergie renouvelable locale. Par énergie renouvelable locale, encore une fois, le terme n'est pas forcément très clair. Qu'est-ce qu'on entend par local? On reviendra un peu là-dessus. Les énergies renouvelables, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez l'éolien, le solaire, l'aérothermique, géothermique, hydrothermique, l'énergie des océans, etc. La biomasse, en considérant que la biomasse est traitée derrière, est exploitée de façon durable, évidemment. Les gaz d'enfouissement, les gaz rejetés par les usines de traitement, le biogaz, etc. Donc toutes ces sources énergétiques sont considérées comme renouvelables et effectivement qui sont pas des énergies fossiles. Alors la part de NR, c'est évidemment le ratio d'énergie renouvelable, c'est la consommation d'énergie renouvelable ramenée à la consommation totale d'énergie. Si vous consommez 100 kWh et que sur ces 100 kWh il y a 50 kWh qui venaient d'une source d'énergie renouvelable locale, vous avez un ratio d'énergie renouvelable qui est de 50%. Donc ce ratio qui est inclus dans la directive européenne. Et selon les lignes directrices établies par la Commission européenne, l'énergie renouvelable produite à proximité ne peut être prise en compte que si la production d'énergie et la consommation d'un bâtiment spécifique sont liées fortement l'un à l'autre. Donc il faut vraiment que la production d'énergie soit liée à la consommation, fortement à la consommation de bâtiment. Encore une fois, ça ne précise pas exactement ce que ça veut dire, mais il faut que ça soit une production énergétique locale. Si on regarde dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments, proximité, c'est défini comme une source d'énergie qui peut être utilisée seulement au niveau local ou régional et nécessite un équipement spécifique pour le bâtiment évalué ou une unité de construction accordée. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit spécifique pour le bâtiment au niveau local et qui nécessite une installation dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas juste acheter de l'énergie d'une centrale solaire qui est une centrale solaire nationale, ça ne rentrera pas en compte dans cette directive pour les bâtiments presque zéro énergie. Si on considère la définition d'un de nos partenaires sur ce projet, donc REVA, ça permet, par contre, c'est un peu plus large, ça permet d'utiliser un réseau public et met davantage l'accent sur l'allocation du bâtiment. La production à proximité est définie comme l'énergie ou l'électricité thermique qui est distribuée par un réseau spécifique ou public. Voilà, donc ça diffère un petit peu, c'est un peu plus large. Là, vous voyez un peu le système qui est mis en place. Donc ça, c'est selon la définition. Il y a différentes définitions. Ça, c'est en définition d'un de nos partenaires, donc REVA. Voilà, donc ça, c'était pour revenir sur le côté local de la production d'énergie renouvelable, donc qui est demandé dans le cadre du bâtiment presque zéro énergie. Maintenant, si on applique cette définition du bâtiment presque zéro énergie au secteur hôtelier, on a un double défi. On a le défi du bâtiment, évidemment, mais on a également le défi de la consommation intensive en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, la consommation intensive en énergie? C'est qu'un hôtel, en général, vous avez une forte consommation énergétique qui dépasse même l'usage normal. C'est-à-dire que vous avez une consommation qui est due au fait que vous avez des clients, vous avez un certain nombre d'installations comme des piscines, des spas, etc. Donc ça, c'est très intensif en énergie et par mètre carré, ça va se ressentir. Et l'autre défi, c'est que cette consommation intensive, elle est aussi liée au comportement des utilisateurs. Le comportement des utilisateurs, c'est des clients, c'est des gens de passage, c'est aussi des employés. Donc ça demande un hôtel presque zéro énergie. Il y a tout un côté aussi de sensibilisation, de formation qui est derrière, qui est nécessaire pour que le bâtiment vraiment en termes réels se caractérise par une haute performance énergétique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Et la consommation typique d'énergie d'un hôtel, c'est surtout des fonctions d'hébergement. Fonctions d'hébergement, c'est les chambres d'hôtes, c'est les salles de réception, les bureaux, le restaurant, le salon, les salles de réunion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'hébergement de l'hôtel, qui sont en général pris en compte dans les définitions de la performance énergétique d'un bâtiment.
et ces différentes situations sur lesquelles qu'on a évoqué: ventilation, refroidissement, eau chaude sanitaire, chauffage, éclairage, appareil électrique, etc. Ça, c'est un petit graphique, je vous laisserai regarder ça par vous-même si on va pas le décrire ici, mais c'est les flux d'énergie dans un hôtel. Donc ça vous montre un peu comment se passent les flux énergétiques au sein de l'hôtel. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir sur les fonctions hors hébergement. Donc c'est les fonctions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on a vu auparavant. Donc c'est les cuisines, la blanchisserie, les piscines, spa, sauna et gymnase. Et ces fonctions hors hébergement, elles peuvent parfois être très importantes. Elles peuvent avoir très importantes, et elles sont généralement pas incluses dans l'indicateur d'énergie primaire, car elles dépendent de situations spécifiques. C'est notamment dans le cadre du label BBC qui ne prend en compte que certaines fonctions. Il ne prend pas en compte les fonctions de cuisine, etc. Donc il faut également, l'idée c'est de savoir comment ces fonctions hors hébergement sont prises en compte, parce qu'elles peuvent être à forte intensité énergétique, témoin les spas, les piscines, les blanchisseries. De quelle façon on peut les aborder dans le cadre de cette réglementation sur les bâtiments presque zéro énergie dans le cadre des hôtels. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous présenter un peu le cadre de cette directive, un peu qui est à l'origine du projet, les différentes thématiques qu'on a abordées dans le cadre de ce projet, dans le cadre des projets pilotes, qui a été sujet d'un certain nombre de discussions entre les partenaires du projet, parce qu'il y a aussi différentes réglementations. Vous pouvez retrouver donc ce support sur notre site, mais également en nous contactant. Là, vous avez le site internet donc de l'association Énergie 2050, le site internet du projet NESE, et le contact aussi bien par rapport au projet que par rapport à l'association Énergie 2050. Je vous invite à nous contacter, et nous on continue notre formation dans le webinaire numéro 3, que vous retrouverez également sur internet. Merci à vous, au revoir.